Bon, désolé de ce petit contretemps, c'est des choses qui arrivent. Nous pouvons commencer. Alors, je peux maintenant donc vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de notre série Les Grands Communicateurs, organisée pour la 13e saison, donc 13 ans que nous faisons ça, par la Toile des Communicateurs et la TELUC. Nous, la Toile des Communicateurs, on est vraiment une petite structure de personnes passionnées des communications, tous des professionnels en communication, avec une vie professionnelle en dehors de la toile. Mais on aime ça ici, pouvoir un petit peu redonner, ouvrir la porte à la relève, aux nouveaux diplômés, aux jeunes personnes qui s'intéressent au monde des communications. Et c'est comme ça qu'on fait venir chaque mois une personne du milieu des communications qui vient un petit peu présenter son monde, son milieu, son travail, son expérience. C'est ça, les grands communicateurs. Si on est réussi à faire ça depuis 13 ans, c'est qu'on a plusieurs partenaires qui nous appuient. Alors, permettez-moi de les citer ce soir. Il y a bien sûr la TELUC qui nous encourage, qui nous accueille dans ses locaux ici. Son association étudiante aussi, qui nous supporte beaucoup. Isarta est un partenaire de cette année qui s'est ajouté. Isarta, le site de recherche d'emploi, un des sites incontournables si vous recherchez un emploi dans le monde des communications au Québec. Je vous invite à vous y inscrire. Il y a aussi bien sûr le canal Savoir qui nous rediffuse régulièrement. Et les gens le public qui est fidèle, soit en salle ou de plus en plus sur Internet. Je pense ce soir, on a du monde en Suisse, on a du monde en Haïti, je pense. Donc vraiment, de plus en plus de monde nous suivent en direct par Internet. Et tant mieux, on aime ça, les technologies. Vous êtes aussi les bienvenus dans cette salle, bien entendu. On vous a donné un petit programme pour avoir une information sur les 2 conférences qui restent pour terminer cette saison. Donc, le 27 avril, ce sera Sophie Boulet. Madame Boulet va nous parler de fausses représentations dans le monde de l'Internet. Comment est-ce que des gens mal intentionnés vont faire un site web qui présente une opinion soi-disant objective et qui en fait est piloté en arrière par un lobby ou quelque chose, ou quelqu'un qui a un message à faire passer. C'est ce qu'on appelle l'astroturfing. Ce sera donc le 27 avril. Et on terminera la saison le 1er juin avec Michel Solis, qui nous parlera du droit sur Internet. Et comme il le dit lui-même, il nous rappellera que Internet n'est pas un endroit sans droit, bien au contraire. Si vous voulez plus d'informations sur nos conférences, sur la toile, je vous invite à soit consulter notre site web, toile.coop, l'adresse doit être ici, voilà. Donc toile.coop pour notre site web. On est aussi présent sur la majorité des médias sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn. Si vous vous abonnez à nos fils d'actualité, vous serez mis au courant de nos conférences. À propos de Twitter, si vous voulez tweeter la conférence ce soir, le mot-clé pour ça, le hashtag GCOMS, G-C-O-M-M-S, donc comme grand communicateur. Donc le mot-clic GCOM, je vous invite à le faire et à bien sûr le mettre sur tous vos tweets. Pour ce soir, entrons rapidement dans le vif du sujet, vu qu'on a pris un petit peu de retard. Si je vous parle d'un journal gratuit, disponible sur Internet seulement, qui a démarré aux États-Unis, je pense que le nom du Huffington Post, c'est tout de suite celui auquel vous avez pensé. Alors, pour parler un petit peu ce soir justement de ce nouveau modèle de journalisme numérique, notre invité de ce soir, après 30 ans de carrière dans le journalisme, alors sa feuille de route est bien garnie. On l'a vu reporter pour CKRL-FM, réalisateur à CTV News, correspondant de presse pour l'agence Reuters, rédacteur en chef adjoint pour la presse canadienne. Il a été chef des nouvelles au Journal du Québec. J'espère que j'oublie rien. Il a été rédacteur en chef de canoë.ca. Et aujourd'hui, il est rédacteur en chef et éditeur au Huffington Post Québec. Il est aussi l'auteur d'un livre, Le Village CNN, la crise des agences de presse, qui a été publié aux presses de l'Université de Montréal. Alors, sans plus attendre, je vous demande de bien vouloir accueillir notre grand communicateur de ce soir, M. Patrick White. Alors, bonsoir aux gens qui sont dans la salle, les gens qui sont sur Internet à la maison et également aux gens qui nous écoutent au canal Savoir. Alors, le thème ce soir, c'est vraiment de vous présenter l'Huffington Post Québec et l'Huffington Post dans le monde au sens plus large. Évidemment, la thématique, le journalisme, un monde en changement, vous allez comprendre que la dynamique du milieu des médias a changé considérablement et c'est quelque chose que vous savez déjà depuis longtemps. On le constate sur une base quotidienne au Québec et dans le reste du Canada. On n'est pas uniquement un média local au Québec. Évidemment, le Huffington Post Québec existe depuis février 2012. On est également un média mondial. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans une quinzaine de pays actuellement. Le Huffington Post, donc, évidemment, bien présent en Amérique du Nord avec le Canada, Québec, l'édition américaine, l'édition du Brésil qui a été lancée il y a quelques années. Évidemment, surtout
En Europe, avec la France, où on a un partenariat avec le journal Le Monde. On est également présent au Royaume-Uni, comme vous pouvez imaginer. En Espagne, un partenariat avec le quotidien El País, un des plus grands quotidiens d'Europe. Également en Allemagne, partenariat avec le groupe Focus. C'est une édition qui est en allemand, évidemment. On est dans la langue locale dans tous les pays où on publie. En Italie, c'est une association avec La Repubblica, qui est un grand quotidien là-bas également. On est en Grèce. Bien, la Grèce, c'est le pays natal de Arianna Huffington, la fondatrice du groupe en 2005 et qui est toujours la rédactrice en chef et présidente du groupe. Également, bien, on est en Afrique également, une édition francophone qui s'appelle HuffPost Maghreb, avec une édition en Tunisie, une en Algérie et l'autre au Maroc. Également, on était présent en Australie depuis l'année dernière, donc important, l'Océanie. L'Asie, évidemment, l'Inde, c'est une édition en anglais. La Chine, qui va probablement venir cette année, je ne sais pas si c'est en cantonais ou en mandarin, probablement plus en mandarin. La Corée du Sud, c'est une édition en coréen qui est en ligne depuis, je crois, presque 2 ans. Le Japon, évidemment, un pays incontournable. Donc, on est quand même dans une quinzaine de pays actuellement. Et selon Comscore, qui est l'équivalent des BBM pour les sites Internet, les codes d'écoute des sites Web, si on peut dire, en ce moment, on a environ 215 millions de personnes par mois, 215 millions de visiteurs uniques par mois qui visitent le Huffington Post. On prévoit lancer une édition en espagnol cette année au Mexique, donc qui va couvrir un peu l'Amérique latine. Et ça fait juste partie de la stratégie agressive de croissance du groupe. On est dans 15 pays en ce moment. On va être dans 50 pays d'ici 2020. Donc, on prévoit rajouter 35 éditions internationales d'ici 2020. Et la nouvelle formule maintenant, c'est qu'on vend des licences off-post, où on explique quelles sont les exigences du groupe pour la qualité des contenus, le nombre de journalistes embauchés, les stratégies et tout. Et on fait un partenariat avec un groupe, que ce soit ici ou ailleurs, qui veut lancer une édition internationale. Et avec la licence, c'est beaucoup plus rapide d'avoir une édition internationale. Donc, vous voyez, on est quand même bien répartis un partout dans le monde. J'ai oublié l'édition arabe, El Arabi, qui est basée à Istanbul et à Londres, et on diffuse en arabe depuis 2015. Donc, vraiment, le Huffington Post, c'est un média local au Québec, au Canada, mais c'est également un grand groupe international, autant que le New York Times peut l'être, ou d'autres éditions comme le Guardian ou encore le Washington Post ou The Economist. On est également un média national. Alors, il n'y a pas uniquement le Huffington Post Québec, il y a le Huffington Post Alberta, le Huffington Post BC, British Columbia, eux, ils sont en anglais, et également le Huffington Post Canada. Huffington Post Canada, bien, c'est l'édition canadienne. Donc, selon Comscore, c'est le site numéro 1 de nouvelles au Canada, de loin, loin devant le Globe and Mail, le National Post ou le Toronto Star, le Huffington Post Canada, qui a à peu près 9,4 millions de visiteurs uniques par mois. Au Québec, c'est 1,4 million de visiteurs uniques par mois pour le Huffington Post dans la province. Et évidemment, on a une édition basée à Calgary également et une à Vancouver. Donc, on est véritablement un média national qui diffuse dans les 2 langues. Et dès le début, ça a toujours été important d'être présent. Huffington Post Canada, ça a commencé en mai 2011. On fête les 5 ans en mai 2016. Et tout de suite après, on a commencé les démarches pour lancer le Huffington Post Québec. Donc, à travers les années, si on fait un peu d'histoire, c'est quand même assez important. La fondation du Huffington Post en 2005. Alors, Arianna Huffington est une femme d'affaires américaine très connue, avantageusement connue. Elle s'était présentée aux élections de 2003 en Californie contre le gouverneur Arnold Schwarzenegger. Elle a perdu ses élections. Et 2 ans plus tard, elle a lancé un blog politique, le Huffington Post, qui était le nom de son ex-mari, le nom qu'elle a conservé. Et le Huffington Post est devenu très, très rapidement un média très crédible au plan des blogs, la diversité des voix aux États-Unis. Ils ont commencé à faire de la couverture, évidemment, locale, nationale. Et aujourd'hui, le Huffington Post est dans 15 pays. Mais 2005, c'est une date à retenir. C'est vraiment le lancement du Huffington Post aux États-Unis. Par la suite, c'est le développement du site aux États-Unis. Ça a été nommé le meilleur blog politique aux États-Unis comme source de conversation au-delà de la droite, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de grands médias aux États-Unis qui sont de droite, comme propriété de grands holdings.
Le magazine Time, très influent évidemment, qui a nommé le Huffington Post parmi les meilleurs blogs de l'année. Donc, de 2006 à 2009, ça a été le développement du site aux États-Unis, surtout comme un blog politique très, très respecté. 2010, c'était le début du contenu commandité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le branded content. Au Québec, on appelle ça le contenu de marque. En anglais, on va dire native advertising, la publicité native. Ce n'est pas des publi-reportages, mais c'est des reportages où des marques de commerce veulent avoir un enrobage publicitaire entourant des textes journalistiques sur des sujets variés qui, la plupart du temps, ne mentionnent pas la marque. En 2011, et c'est un très, très gros move de la part de AOL, America Online, le mastodonte d'Internet des années 90. Pour ceux qui se rappellent, le CD-ROM de AOL qu'on recevait par la poste dans les tout débuts d'Internet, je dirais de 1995 à 2002. Ça semble très, très, très loin, mais AOL existe toujours aujourd'hui. C'est une très, très grande compagnie avec un chiffre d'affaires d'à peu près 4,5 milliards par année. Et donc, en 2011, AOL a acheté le Huffington Post à Arianna Huffington pour 325 millions de dollars US. Très, très grosse transaction. Il y a eu en 2011 également le lancement du HuffPost Canada, qui est notre édition ici au pays. Et on a lancé évidemment ce qu'on appelle des verticaux, c'est des éditions spécialisées comme le HuffPost Living, Art de vivre, HuffPost Style, HuffPost Politics, HuffPost Business. Il y a même des sous-sections aujourd'hui, HuffPost Divorce, HuffPost Wedding, HuffPost Good News, qu'on appelle le What's Working. 2012, bien là, ça a été tranquillement, pas vite, le lancement au Québec, février 2012. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, l'édition en Alberta qui a suivi très, très rapidement, l'édition en Colombie-Britannique. HuffPost Live, c'est de la vidéo en direct, de la programmation une dizaine d'heures par jour, qui a été réduite récemment. On a commencé à gagner des prix au Canada. L'Association canadienne du journalisme nous a remis des prix pour nos grands reportages sur le Huffington Post Canada et également la COPA pour la qualité des blogs. Donc, depuis 2011-2012, on est très actifs ici au Québec. En 2013, on a lancé l'HuffPost Québec, la section Art de vivre. Alors, tout ce qui est vraiment bien-être, alimentation, cuisine, les sujets plus légers, comme tout ce qui touche la maison, la carrière, évidemment la section Art de vivre chez nous, très, très dynamique. On a lancé ça en 2013 et on a continué en 2013 à gagner des prix dans différents concours de journalisme à travers le Canada. Et évidemment, ça nous rend très, très fiers. Il y a certains trucs que j'ai oubliés, comme par exemple le lancement du HuffPost France en 2012, qui est arrivé quelques semaines avant notre propre lancement à nous. Et donc, déjà en 2014, des prix canadiens de journalisme pour le Huffington Post Canada. Donc, on a quand même réussi à se positionner, même un prix Pulitzer qui a été gagné en 2015 pour le Huffington Post États-Unis. Donc, comme un média important qui diffuse du contenu de qualité. 2015, mais depuis 2015, c'est notre gros virage vidéo ici au Canada. Évidemment, au Québec, ça va de soi. On a construit un studio de vidéo à Toronto pour faire, par exemple, de la diffusion en direct d'événements. On a diffusé une entrevue en direct d'1 heure il y a 2-3 semaines avec Justin Trudeau en direct de Toronto. Donc, c'est un studio vidéo, un investissement d'1 million de dollars et ça montre vraiment le virage vidéo qu'a pris l'Huffington Post depuis 2014. En 2015, pardon. En 2015, on a fait un redesign de notre site mobile parce qu'on est disponible sur plein de plateformes. Hein. Il y a le site web, il y a le site web mobile, il y a également l'application iPhone, l'application iPad, l'application Android, l'application Windows. Donc, on veut vraiment s'assurer d'être sur toutes les plateformes possibles dans le monde. Et le virage, c'est vraiment le virage vidéo où on veut s'assurer que au moins la moitié de nos textes incluent des articles, et même aujourd'hui, c'est quasiment tous les textes ont de la vidéo. Donc, d'avoir de la vidéo dans tous les articles, très, très, très important pour nous. Et on a lancé l'année passée, en 2015, une section style pour le Québec, l'HuffPost Québec Style, qui couvre l'industrie de la mode, l'industrie de la beauté au Québec. Et c'est très, très important pour nous. On a 2 journalistes qui s'occupent de la section style. On a 2 journalistes qui s'occupent également de la section art de vivre. On a une section divertissement. On a une section politique. On a une section automobile qu'on alimente évidemment à tous les jours. Donc, on essaie d'être très, très varié dans nos couvertures.
2016, c'est une grosse année également. On continue notre virage vidéo, notre virage mobile, notre virage social. Et on prévoit, d'ici la fin de l'année, de redesigner la page d'accueil du Huffington Post pour qu'elle soit beaucoup plus conviviale. On redesigne régulièrement, on fait des mises à jour de l'application iPhone, Windows, Android sur une base régulière. Et vraiment, 2016, ça va être l'année du contenu distribué. Le contenu distribué, c'est par exemple Facebook Instant Article. Quand vous êtes sur Facebook, dans l'application iPhone, quand vous cliquez sur l'article, vous restez à l'intérieur de l'environnement Facebook. Vous n'allez pas sur l'Huffington Post Québec ou l'Huffington Post International. Et il y a un partage de revenus avec nous dans cette dynamique-là avec Facebook. Et la distribution de contenu, donc le trafic n'est pas hébergé sur l'Huffington Post, c'est hébergé à l'extérieur. Facebook, par exemple, Twitter Moments, Apple News. C'est plusieurs services comme ça qui sont à l'externe. On appelle ça du contenu distribué. Il y a un très gros virage vers le contenu distribué en ce moment. Évidemment, Facebook Instant Article, c'est un partage de revenus avec eux. Et ça nous permet donc maintenant de monétiser nos contenus avec Facebook, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Alors, nous sommes le Post. C'est quoi l'Huffington Post? C'est quoi l'ADN du Huffington Post? Bien évidemment, ça se divise en plusieurs parties. Le social, c'est évidemment tout ce qui est partagé dans les médias sociaux. C'est Facebook, c'est vraiment Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, Periscope, tous ces nouveaux médias sociaux qui émergent dans le monde. Et c'est vraiment évidemment Facebook qui est presque la moitié de notre trafic en ce moment. Donc, notre page d'accueil aujourd'hui, c'est vraiment Facebook, c'est vraiment notre vitrine sur le monde. Juste au Québec, on a à peu près 335 000 fans sur la page Facebook. Au Canada anglais, ça a déjà dépassé 900 000. Donc, c'est vraiment tout le côté social. L'ADN du Huffington Post, c'est vraiment les médias sociaux, des textes qui sont faciles à partager sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, sur Instagram. Et peu importe le sujet, les sujets sont très, très, très variés. Et notre contenu à nous, c'est vraiment un tiers de blog. C'est comme le courrier des lecteurs chez les grands journaux au Québec. Donc, les blogs, c'est les opinions des lecteurs. Et on a quasiment 2400 blogueurs en ce moment au Huffington Post. C'est vraiment le site d'information où il y a le plus de voix diversifiées en termes de courrier des lecteurs. Et les blogueurs, bien, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Ce n'est pas des journalistes, c'est n'importe qui. N'importe qui ici pourrait bloguer demain pour l'Huffington Post Québec avec un texte de minimum 500 mots, avec sa photo, une mini-biographie. Et nous, on fait le tri, évidemment. On a 2 personnes qui gèrent les blogs. Mais ce qui est intéressant dans l'arrivée du Huffington Post depuis 2012, c'est vraiment toute la question de la diversité des opinions. Vous envoyez une lettre dans des journaux à Montréal, dans des journaux à Québec, souvent, on vous demande 150 mots, 200 mots, 300 mots. Alors nous, si le texte fait de 500 à 1000, 1500 mots, on va publier. Évidemment, quand il n'y a pas d'attaque personnelle ou diffamatoire, on publie. Et c'est vraiment une plateforme ouverte, l'Huffington Post. Et ce qui nous fait vivre vraiment, c'est le côté social, c'est les médias sociaux, c'est la marque de commerce du Huffington Post. On est dans le monde, le site web où le contenu est le plus partagé dans Facebook. Et on parle quand même de beaucoup de concurrence, là. On parle de la concurrence avec Vice, avec BuzzFeed, avec le New York Times, avec le Guardian, avec les grands médias de ce monde, que ce soit Vox ou tous les grands sites qui sont en émergence en ce moment. Donc, le côté social du Huffington Post, extrêmement important, c'est au cœur de notre ADN. Ensuite de ça, il y a le contenu commandité dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle le contenu de marque. C'est une nouvelle source de revenus parce qu'évidemment, il y a quand même la crise de l'industrie publicitaire un peu partout dans le monde. Et le contenu commandité, le contenu de marque se développe beaucoup au Québec depuis je dirais 2010 environ. Nous, on est arrivé en 2012. Donc, le contenu de marque, c'est du contenu journalistique écrit par des journalistes. Et c'est un contenu qui est commandé par un annonceur. Alors, l'annonceur va dire « J'aimerais avoir sur l'Huffington Post Québec une section sur la vie urbaine à Montréal. » Alors, nous, on va commander à nos pigistes. C'est toujours commandé à des journalistes à l'externe parce qu'à l'interne, il y a une séparation
de la rédaction et des ventes des services commerciaux du Huffington Post. C'est un mur étanche. Alors, l'annonceur, lui, ce qu'il veut, c'est raconter des histoires sans qu'on parle de la marque. Mais l'enrobage publicitaire, l'article, la page où est publié l'article, il y a la publicité de l'annonceur, évidemment, qui se retrouve, mais les articles ne parlent pas des produits de l'annonceur et ne font pas la promotion du produit de l'annonceur. Donc, ce n'est pas du public-reportage comme c'était fait à l'ancienne dans les hebdos, dans certains magazines ou même dans les journaux. Et c'est toujours identifié comme du contenu de marque. Et c'est aujourd'hui une grande avenue pour les revenus du Huffington Post et de beaucoup d'autres médias à travers le Québec et un peu partout dans le monde. Le mobile. L'ADN du Huffington Post, c'est aussi le mobile. Pourquoi? Parce que 99% des jeunes ont un téléphone cellulaire. Si les chiffres pour le Canada, 76% des Canadiens vont avoir un téléphone intelligent d'ici la fin de 2016. Donc, les 3/4 des adultes au pays, des gens aux 18 ans, vont avoir un téléphone intelligent d'ici la fin de l'année. Et le Canadien moyen passe 2h53 par jour sur son téléphone. Et il y a même certaines études que j'ai lues aujourd'hui, c'est presque 33 heures et demie par semaine de consultation sur Internet pour les Québécois adultes en haut de 18 ans. Donc, c'est quand même très important le mobile. Hein? J'ai d'autres chiffres ici pour vous. 91% des gens qui ont un téléphone intelligent utilisent surtout les applications sur leur téléphone. Ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on met à jour nos applications régulièrement. Et on sait aussi que les Canadiens dépensent de plus en plus, font des achats en ligne avec leur téléphone. Et on prévoit en 2016 une augmentation de 55% de la croissance publicitaire sur les mobiles. Alors, c'est sûr que nous, on se finance avec la publicité, avec le contenu de marque, mais le mobile, c'est là où les gens sont, c'est là où les jeunes sont. La moitié de notre trafic est mobile en ce moment, donc quand c'est pas mobile, ça vient des ordinateurs portables ou des ordinateurs traditionnels. Et c'est sûr que le tipping point, comme on dit en anglais, le point de bascule a eu lieu au Québec en janvier dernier, où là, vraiment, la grande majorité de notre trafic vient des téléphones mobiles intelligents. Et on se rend compte qu'évidemment, le mobile, c'est une source d'avenir pour tous, surtout avec l'intérêt des médias et des annonceurs d'aller chercher les jeunes, les 18-35 ans surtout, qui sont connectés en tout temps. Je dirais peut-être 18-20 heures par jour sur leur téléphone. C'est comme une extension de leur corps. Pour beaucoup de gens, on se rend compte que les gens sont incapables ne peuvent pas se passer d'un téléphone mobile. Et c'est sûr que le Huffington Post étant un média jeune, un média qui n'est pas papier, un média qui n'impose pas un mur payant, c'est-à-dire que le Huffington Post est gratuit et va toujours être gratuit. Il n'y aura jamais de paywall, comme par exemple sur le New York Times, il faut s'abonner après 10 articles. Sur le Devoir, il faut s'abonner, je pense, en haut pour avoir accès après 15 articles. Les médias spécialisés comme le Financial Times, le Wall Street Journal, eux, ce sont des médias payants. Et nous, on va demeurer un média gratuit. Une des autres fondations du Huffington Post Québec et partout dans le monde, c'est le virage vidéo, l'importance de la vidéo. Les gens veulent le voir. Oui, ils aiment le lire, mais ils veulent le voir. Et c'est toujours, peu importe l'histoire, que ce soit le décès de Jean Lapierre cette semaine, ou encore les attentats de Bruxelles la semaine dernière, ou les attentats de Paris 2 fois l'an dernier. Les gens veulent le voir, les gens veulent consommer de la vidéo sur leur téléphone ou leur ordinateur, peu importe où ils sont. Et nous, ce qu'on offre, c'est ça, c'est un contenu des vidéos qu'on fait pour Facebook, des vidéos qu'on va faire pour Instagram, éventuellement Snapchat, donc du contenu pour les médias sociaux. Mais ces vidéos-là, on les intègre également dans nos articles. On les diffuse dans les médias sociaux, sur la page Facebook, on les diffuse sur Twitter. Et c'est très important pour nous d'offrir plus de contenu. Contenu vidéo, on couvre tout. En fin de semaine, on va être aux funérailles de Claire Casgrain. C'est les funérailles samedi prochain à la cathédrale Marie-Reine du Monde. On va faire une vidéo spéciale pour cette journée-là. Les réactions à Jean Lapierre, ça a été ça toute la semaine. On fait des vidéos souvent courtes, en bas de 60 secondes, mais des vidéos des fois de 5-10 minutes, des séries vidéo sur l'analphabétisme au Québec, la santé mentale au Québec, des dossiers. Cet été, on va faire une grande série sur les festivals au Québec.
festival culturel. L'importance de la culture au Québec, pour nous, c'est vraiment vital. Donc, on fait des vidéos sur tous les sujets, des sujets art de vivre, des sujets divertissement, la culture au Québec, super important, la couverture des grands spectacles, des grands festivals. On est vraiment très présent et la vidéo est au cœur de l'ADN du Huffington Post. Notre mission, on a plusieurs missions en fait. On veut inspirer les gens. On a une section sur le bien-être, on a une section qui s'appelle Bonnes nouvelles sur l'Huffington Post parce qu'on pense que les bonnes nouvelles peuvent inspirer les gens. Alors que ce soit des collectes de fonds à Montréal, des organismes caritatifs, des sujets sur des sujets positifs, si on peut dire des nouvelles positives. Donc, on alimente une section Bonnes nouvelles sur une base régulière. Et ça, c'est combiné avec le divertissement. On est là aussi pour divertir les gens avec le meilleur et le pire. Alors oui, il y a des vidéos de chats à l'occasion. Il y a des nouvelles sur des procès judiciaires, que ce soit Yann Gomeci. On voit la photo de Rita Parsons, une jeune fille de Halifax qui s'est suicidée après avoir été harcelée sur le web, après que des photos d'elle nues aient été diffusées sur Internet il y a quelques années. Donc, le divertissement, nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est du contenu plus léger. Par exemple, la section art et spectacle, section art de vivre, section style, des vidéos viraux qui circulent sur Internet, tout en inspirant les gens dans différentes autres sections, dans les sections art de vivre, avec des dossiers spéciaux sur l'importance de se déconnecter par rapport aux technologies. Ça fait vraiment partie de la philosophie d'Arianna Huffington, de trouver un équilibre de vie, une qualité de vie, de ne pas toujours être happé par la technologie. Donc, on a beaucoup d'articles sur ces sujets-là. Dans nos autres missions, évidemment, on est là aussi pour informer. Et c'est ce que je disais tantôt, un tiers de nouvelles, un tiers de blog et un tiers de contenu léger. Alors, on est là pour informer avec du journalisme primé. On a gagné des prix, le Pulitzer, plusieurs grands prix pour l'Huffington Post Canada. Et peu importe que vous soyez à gauche, à droite, au centre, souverainiste, fédéraliste, caquiste ou Huffington Post, c'est pas important. Tout le monde a son mot à dire. C'est pour ça qu'on invite les gens à bloguer pour nous, peu importe pour qui vous travaillez, que ce soit un organisme communautaire, un parti politique, quelqu'un qui est anciennement un journaliste, des journalistes retraités, des gens qui sont sur le marché du travail, des jeunes dans les universités, dans les cégeps, les gens de tous les milieux. Et l'empowering, comme on dit en anglais, ça fait partie de notre mission, c'est aider les gens à vivre la vie qu'ils désirent, être capable de s'exprimer sur les sujets qu'ils veulent. Et nous, on essaie de participer à toute cette vie démocratique-là au Québec en ouvrant nos pages à tout le monde, peu importe d'où vient la personne. Et surtout, peu importe si elle est à droite, à gauche, membre du Parti québécois, Parti libéral du Canada, le NPD, Parti conservateur. On est là pour tout le monde. Alors, la couverture de la nouvelle, comment ça se fait chez nous? Évidemment, on est abonné à tous les médias importants, que ce soit Radio-Canada, la presse canadienne, l'Associated Press. On est abonné à Reuters depuis quelques semaines. On est abonné à l'agence France Presse. Et on s'abreuve de plus en plus à l'ensemble du réseau du Huffington Post. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a une diversité de contenus. Je dirais qu'un peu plus des 2/3 de notre contenu vient du réseau du Huffington Post. Le reste vient des agences de presse. Et si on regarde ce qui s'est passé avec les attentats à Paris en janvier 2015, ça donne une très bonne idée d'où est rendu le Huffington Post aujourd'hui. Donc, on se souvient de l'attaque terroriste en janvier 2015 contre les locaux de Charlie Hebdo. Alors, très, très rapidement, le Huffington Post France qui était sur le coup avec des images, de la vidéo, un blog en direct que nous, on a récupéré tout sur le champ parce qu'on partage la même langue. Je présume même que le HuffPost Maghreb a repris intégralement les textes du HuffPost France. Et ces mêmes textes-là, comme par exemple le blog d'Anne Sinclair, qui est la directrice du HuffPost France, son blog a été repris en français au HuffPost Québec, HuffPost Maghreb, mais traduit en anglais et dans toutes les autres langues pour l'ensemble du réseau du Huffington Post. Alors, c'est ça la puissance du réseau, c'est-à-dire de se concerter pour l'échange de textes, la traduction des textes, se coordonner pour faire des séries journalistiques sur des grands dossiers, peu importe le sujet. Et c'est cette force-là qu'on n'avait pas auparavant. Là, maintenant, on est dans 15 pays
Et avec les attentats de Bruxelles, on l'a vécu la semaine dernière. L'Off-Post France était aux premières loges, comme Bruxelles est à 2 heures de Paris. Et si on remonte à janvier 2015, bien déjà, comme par exemple le rédacteur en chef de l'édition française, Paul Ackerman, s'est retrouvé en ondes sur MSNBC aux États-Unis très, très, très rapidement, et d'autres réseaux, des forums, pour rapporter en temps réel ces événements-là. Donc, en plus d'avoir l'accès aux agences de presse, on a maintenant nos propres journalistes à Québec, à Montréal. D'ailleurs, je rappelle que l'Huffington Post Québec a un bureau à l'Assemblée nationale à Québec depuis 2 ans. On est au Parlement fédéral à Ottawa également. On a un bureau francophone depuis l'été dernier. Donc, l'importance de couvrir la nouvelle politique, pour nous, c'est vital parce que nos lecteurs en mangent de la politique. Et ça me fait penser à Jean Lapierre. On était pas mal sur la même longueur d'onde que Jean Lapierre, sur le côté noble de faire de la politique et l'importance de valoriser le travail des politiciens et de ne pas tout le temps être cynique. Et nous, avec nos bureaux à Québec, bien, ça fait partie de la couverture qu'on veut faire. Alors, vous voyez la couverture qui a été faite par l'Huffington Post France en janvier 2015 lors des attentats de Paris, le premier, celui de Charlie Hebdo. Bien, ça a été repris en manchette sur la page d'accueil du HuffPost Grèce, Royaume-Uni, évidemment, États-Unis, Japon, Brésil, Canada, comme vous pouvez imaginer. Donc, c'est vraiment un réseau mondial qui, ça c'est la une du HuffPost Canada et la une du HuffPost Québec le matin même. Vous pouvez imaginer quand on s'est fait réveiller ici vers 5-6 heures du matin, des moments qu'on ne peut pas oublier. Mais ça, c'est un travail qui se fait en collaboration avec nos collègues de la France et là, le HuffPost Chine qui va arriver bientôt, le HuffPost Mexique. Donc, ça va nous permettre vraiment d'élargir notre couverture et à tel point qu'au HuffPost États-Unis, depuis le 1er janvier, on s'est désabonné de l'Associated Press, qui est la principale agence de presse américaine et une des principales agences de presse dans le monde. Et on a conservé l'argent pour embaucher des journalistes HuffPost un peu partout à travers les États-Unis. Et je sais qu'il y a d'autres éditions du HuffPost dans le monde qui regardent aussi l'éventualité de ne plus être abonné aux agences de presse pour pouvoir profiter du réseau mondial du Huffington Post. Mais évidemment, aux États-Unis, ils ont plus de moyens. C'est le siège social du Huffington Post. Alors, ils ont fait ce geste-là de se désabonner de l'Associated Press à partir du 1er janvier 2007. Donc, c'est déjà en vigueur. Donc, notre couverture est beaucoup plus originale qu'elle l'était auparavant. Une des composante vraiment importante, et ça fait partie de l'ADN du Huffington Post, c'est toute la question des blogs. Les blogs, c'est le courrier des lecteurs que vous avez à la presse, au Journal de Montréal, au Journal de Québec, au Soleil, au Droit d'Ottawa. Nous, on avait à peu près 160 blogueurs quand on a lancé le site en 2012. Là, on est rendu à peu près à 2400 blogueurs au Québec. C'est énorme. Si on regarde les journaux à Montréal ou au Québec, ils ont entre 5 et 20 blogueurs. Souvent même, ils ont réduit le contenu de blog. Entre autres, par exemple, chez Sympathico, il n'y a plus de blogueurs. Et nous, au Québec, ben, on publie les blogs de David Cameron, on publie les blogs d'Isabelle Tessy dans la section Art de vie, Marie-France Bazot, qui a déjà blogué pour nous, Pierre-Carl Péladeau, David Suzuki, Justin Trudeau, des gens d'un peu partout dans le monde, Nathalie Richard qui couvre tout ce qui est art de vivre à Montréal, les ouvertures de restaurants, la cuisine, les produits du terroir québécois, Richard Branson qui a déjà blogué pour nous. Et donc, c'est ça, beaucoup de blogs qu'on traduit, qu'on adapte en français, avec l'aide du HuffPost France en particulier. Et ben, nous, au Québec, on a notre réseau de grands blogueurs, que ce soit Donald Charette qui couvre la politique à l'Assemblée nationale à Québec. C'est un blogueur. Des gens d'un peu partout qui sont à Québec, à Montréal, en région, qui nous envoient leurs textes, des jeunes qui sont à l'université, dans les cégeps, comme je disais tout à l'heure. Des gens importants, influents, comme les frères Kielburger qui ont fondé Free the Children, qui sont canadiens. Des gens inspirants. Alors nous, on aime beaucoup avoir des gens inspirants qui écrivent pour nous. Et comme je disais tout à l'heure, le seul critère, c'est vraiment d'avoir un texte de 500 mots, de ne pas avoir d'attaque personnelle, de nous envoyer une photo avec une courte biographie et on publie vos textes, ce qui fait que la plateforme du Huffington est vraiment une plateforme ouverte. Donc, le contenu, c'est sûr, hein, le contenu, ça fait partie, c'est vraiment, nous, on aime avoir notre contenu à nous. Et les blogs, ben, c'est des gens, dans notre cas, à nous, 95% des blogs qu'on publie, ce sont des blogueurs québécois.
qui sont au Québec, qui sont francophones. On va traduire évidemment les meilleurs blogs du HuffPost Canada. Je pense que c'est important de mettre fin aux deux solitudes. On parle souvent des deux solitudes. Le Québec fait ses trucs de son bord, le Canada anglais fait ses trucs de son côté et personne ne se parle. Nous, ce qu'on essaie, c'est de rassembler les gens. Alors, s'il y a un bon blog sur l'HuffPost Canada, on le traduit. S'il y a un bon blog sur l'HuffPost États-Unis, Inde, Royaume-Uni, on va le traduire de l'anglais. S'il y a un bon blog sur l'HuffPost Brésil, sur la situation politique en ce moment au Brésil, avec la crise politique et judiciaire là-bas, on va traduire les billets vers le français et vers toutes les autres langues. Donc, le contenu, les blogs chez nous, c'est le tiers du contenu, c'est aussi à peu près le tiers du trafic et c'est une de nos marques de commerce d'offrir une voix à beaucoup de gens qui n'ont pas de voix au Québec et qui souvent nous le disent ouvertement, sont incapables de se faire publier dans les grands journaux à Montréal et à Québec. Donc, comment ça se passe à l'intérieur du Huffington Post, par exemple? C'est que tu as un texte original qui est publié sur l'HuffPost France dans les blogs et on est averti, évidemment, nous, les autres éditions, que ce blog-là est très viral. Viral, ça veut dire qu'il est très partagé dans les médias sociaux, qu'il a fait son bout de chemin de façon naturelle. Les gens l'aiment, les gens le commentent. Les commentaires, c'est très important au Huffington Post. D'ailleurs, on a mis fin aux commentaires anonymes il y a quelques années. On oblige d'avoir un compte Facebook vérifié pour pouvoir commenter. Donc, le nom des gens apparaît et les gens ne peuvent plus se cacher derrière l'anonymat qui fait si mal à beaucoup de gens, où les gens disent à peu près n'importe quoi parce que leur nom n'apparaissait pas. Donc, le jour 1, par exemple, dans le cas des blogs, c'est un billet qui va avoir été très populaire au HuffPost France et qui va faire le tour du monde le jour 2, ayant été traduit très rapidement. On a des traducteurs qui sont en stand-by, que ce soit ici au Québec ou ailleurs dans le monde. Moi, je suis en collaboration beaucoup avec les gens du HuffPost France, HuffPost Canada, évidemment, puis on est sur des listes de courriels et on s'assure que tel billet de blog, comme par exemple Isabelle Tessier qui avait parlé de la vie de célibataire, même lorsqu'on vit à deux, bien, ce texte-là a eu 10 millions de visiteurs dans le monde. Il a été publié au départ sur l'HuffPost Québec, où il y a eu quasiment 500 000 visiteurs. Il a été traduit dans toutes les langues pour les 15 éditions du HuffPost dans le monde, et c'est un succès total. Et Isabelle Tessier, aujourd'hui, bien, elle est publiée un peu partout. Donc, la deuxième journée, souvent, bien, les textes importants qu'on publie se retrouvent dans les autres éditions du Huffington Post. Et là, on voit que le jour 3, bien, là, on a eu le temps de le traduire pour l'édition en Allemagne, l'édition en Italie, en Corée, en Grèce. Et l'Espagne également, la quatrième journée, bon, a vu que ça marchait bien au HuffPost Italie, donc eux aussi, ils vont le traduire. Ce qui fait que ces textes-là circulent et c'est très, très important aujourd'hui, la circulation de l'information, surtout à l'intérieur d'un grand groupe comme nous. Et le Japon, évidemment, qui a pris le relais. Donc, c'est juste pour donner un exemple typique de comment est-ce qu'un blog, par exemple, peut faire le tour du monde au sein du HuffPost à l'intérieur d'à peu près 5 jours. Et finalement, ce blog-là, en particulier, qui a été publié l'an dernier, bien, il a été vu 2 millions de pages vues, 600 000 commentaires, réactions sur Facebook. Ça nous montre quand même l'impact de ce réseau mondial qu'est le Huffington Post aujourd'hui. Ce qui est important aussi, bien, c'est le contenu, ça prend des gens. Alors, nous, au Huffington Post, on est à peu près 800 employés. On a 100 000 blogueurs dans le monde. Au Canada, on a 9 millions de visiteurs uniques. Là, on est rendu à 9,4 millions de visiteurs uniques. Notre record au Québec, c'est 1,6 million de visiteurs uniques l'an dernier. Là, maintenant, on est autour de 1,4 million. Et on publie plus de 1700 articles par jour. Et on a un article publié aux 58 secondes environ. Donc, c'est une machine, le Huffington Post, une machine qui fonctionne 24 heures sur 24. À travers différents fuseaux horaires. Et j'essaie d'imaginer où est-ce qu'on va être en 2020 avec les 50 éditions. Et c'est très difficile de voir où est-ce qu'on va être, mais ça va être un réseau renforcé. Ça va aller encore plus vite, évidemment, parce que les médias sociaux changent sans arrêt. Je vais en parler davantage tout à l'heure. Mais évidemment, il y a des changements incroyables. Un journaliste aujourd'hui, au Québec ou ailleurs dans le monde, fait le travail de 4 personnes il y a environ 20-25 ans. Un journaliste, il y a 25 ans, bien, il allait sur le terrain avec un réalisateur, un preneur de son, un monteur s'il faisait de la télé. Aujourd'hui, souvent, c'est lui qui va prendre la caméra, qui va être vidéojournaliste en même temps. On va lui demander de tweeter en direct, on va lui demander de faire un texte rapide à partir de son téléphone pour envoyer à la rédaction.
On va peut-être lui demander d'être en direct, même avec des applications comme Periscope, où tu peux faire de la vidéo en direct, Meerkat, Periscope, à Facebook Live Vidéo, qui a commencé en décembre dernier. Donc, la pression qui est mise sur le journaliste en général, c'est énorme. Évidemment, on se rend compte que la technologie a un impact énorme parce que la technologie évolue sans cesse, change sans cesse, et on doit s'adapter à chaque année à tous ces changements-là, évidemment. Multiplateforme, mais c'est vraiment l'importance de comprendre où on est rendu aujourd'hui. Les gens, bien, quand ils sont à la maison, souvent à écouter la télé, bien, 46 du temps, ils sont sur Internet en même temps. Ça, c'est les chiffres pour le Québec, chez les Québécois francophones adultes. Donc, les gens font beaucoup d'autres choses en même temps. J'ai des chiffres ici il y a même des gens qui ont 4 écrans dans le salon. C'est à peu près quasiment 20 de la population aujourd'hui. Et souvent, donc, les gens font 2 choses en même temps. Nous, au Canada, bien, la plupart des gens maintenant nous consultent sur un téléphone mobile. C'est à peu près 5,5 millions de visiteurs uniques par mois. Un visiteur unique, c'est par exemple moi qui vais sur le site, je ne sais pas, 50 fois par jour, 30 jours durant le mois, je compte pour un visiteur unique par mois. C'est très important à comprendre la notion de visiteur unique. Sur les téléphones intelligents, la plupart des gens ont un téléphone intelligent. Comme je le disais, 76 des Canadiens vont en avoir un en propriété d'ici la fin de l'année, donc ça évolue très, très, très vite. Les tablettes, au Huffington Post Québec, c'est à peu près 15 de notre trafic qui vient des tablettes, la moitié qui vient des téléphones cellulaires. Donc les tablettes quand même qui ont connu une certaine baisse de vente depuis 2014, qui s'est un peu accélérée l'an dernier. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui surveillent cette situation-là. Et il y a quand même encore presque la moitié des gens qui nous consultent, ou un peu moins, qui ont un ordinateur portable ou un ordinateur au bureau, mais à moyen ou long terme, c'est difficile à imaginer qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont avoir un ordinateur. Ça va peut-être être une tablette ou encore un téléphone. Donc, le contenu, il vous suit peu importe où vous êtes. Dans le métro, en vacances, à la maison, au club de golf. Nous, on est là, donc, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un site web mobile, le site web traditionnel qui va rester évidemment, la page Facebook qui devient un peu comme notre page d'accueil aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a 340 000 personnes qui sont fans de nos pages Facebook. Et en plus, on a une portée, c'est-à-dire, il y a combien de gens qui voient notre contenu au Québec à chaque semaine? C'est à peu près 3 millions de personnes selon les chiffres de Facebook. Donc, c'est quand même énorme. Juste pour donner un exemple, il y a environ 2 ans, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, il y a un bébé qui avait été kidnappé d'un hôpital à Trois-Rivières. Ça a été une histoire incroyable. Il y avait une alerte Amber, je pense que c'était un dimanche soir. Et on avait été les premiers à publier la nouvelle sur Facebook après la Sûreté du Québec. Et il y a 1 million de personnes qui ont vu la publication du Huffington Post à l'intérieur de 24 heures. Alors, c'est ça, je parlais tout à l'heure de l'ADN du Huffington Post, c'est le pouvoir, les gens s'approprient une nouvelle, la partagent à leur famille, quasiment 75-80 de la population au Québec est sur Facebook aujourd'hui, 15 sur Twitter. Donc, il faut quand même se rendre compte que Twitter est une toute petite partie de notre trafic. En ce moment, on parle d'à peu près 2 Donc, Facebook est vraiment roi et maître dans toute la question des médias sociaux. Et nous, on fait affaire avec eux, mais ça montre quand même l'impact de ces nouvelles-là, comme Jean Lapierre hier. Ça a été incroyable, l'impact dans les médias sociaux. Donc, nous, on est multiplateforme, on rejoint les gens où ils sont et on va toujours être gratuit. Le côté social, bien, notre porte d'entrée vers l'Huffington Post, c'est vraiment les médias sociaux. Si vous regardez le nombre d'entrées, c'est-à-dire d'accès à notre site Web à partir des médias sociaux depuis 2014, bien, c'est une croissance de 83 %. Ça a presque doublé entre janvier 2014 et janvier 2015. Et bon, l'année 2016 est à peine commencée. Ça va probablement croître de façon extrême cette année. Donc, il y a vraiment... c'est une porte d'entrée. Facebook est le joueur incontournable dans le domaine. Il y a plein d'autres joueurs qui sont en train d'apparaître ou qui vont apparaître. Mais les médias sociaux demeurent quand même un très gros morceau dans la stratégie du Huffington Post pour faire le tour du monde et avoir accès à ces informations. Pourquoi c'est important? Bien, l'effet social, c'est l'interaction avec le contenu. Les gens commentent, les gens partagent. Il y a le référencement également. Quand les gens font des recherches dans Google,
dans Bing ou dans Yahoo, ils vont souvent tomber sur un texte du Huffington Post Québec. Pourquoi? À cause du SEO. Le SEO, c'est le référencement. On met des mots-clés dans nos textes. On met souvent entre 5 et 15 mots-clés. Et quand les gens tapent ces mots-clés-là dans Google ou dans Google Actualité, parce qu'on a des ingénieurs brillants, que les journalistes font un travail. Ce n'est pas des robots qui publient les textes sur Huffington Post Québec, c'est des journalistes qui sont là de 5 heures du matin à 11 heures le soir, 7 jours par semaine. On est rendu une vingtaine de journalistes dans le bureau juste à Montréal et on a une personne à Québec et une personne à Ottawa. On était 5-6 la première année. 4 ans et demi plus tard, on est rendu une vingtaine, sans compter les gens des ventes. Et le référencement, c'est extrêmement important. Ça nous apporte à peu près 15 % de notre trafic. Dans les médias sociaux, c'est plus que la moitié de notre trafic et 90 % de ce trafic-là, c'est Facebook. Donc, vraiment énorme. Donc, si on regarde mensuellement, juste au Canada, on a 3,5 millions d'interactions. Donc, les gens interagissent. 3,5 millions de personnes interagissent avec nos textes sur une base mensuelle. C'est vraiment énorme. Au Canada, j'en ai parlé tantôt, quasiment presque 1 million d'abonnés dans les médias sociaux. Nous, au Québec, je l'ai dit tout à l'heure, quasiment 335-340 000 abonnés Facebook juste pour le Off-Post Québec, Off-Post Québec Auto, Off-Post Québec Art de vivre, Off-Post Québec Style, qui sont nos principaux sous-sections à l'intérieur du site. Donc, c'est toute la question de la conversation. Nous, on est en conversation avec les gens. Quand les gens nous écrivent, on leur répond. Ils nous posent des questions dans les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook, on va leur répondre. Et de plus en plus, bien, avec l'arrivée de Snapchat, évidemment, ça fait partie des trucs qu'on veut développer cette année. La vidéo en direct sur Facebook, ça fait partie de ces conversations-là qu'on veut avoir avec les gens qui habitent au Québec ou à l'extérieur. Puis même dans le cas du Huffington Post, plus que le quart de notre trafic vient de l'Europe francophone et de l'Afrique francophone. Donc, on a un très grand bassin de gens qu'on rejoint à l'extérieur du Québec. Et ça, on s'en rend compte beaucoup avec les attentats de Bruxelles, les attentats de Paris. On se rend compte qu'on rejoint un bassin international. Facebook, on revient toujours un peu à Facebook. Hein, c'est la magie de Facebook qui nous permet de partager nos textes, de nous amener ce trafic-là. Je le disais, c'est quasiment 89 % de notre trafic des médias sociaux qui vient directement de Facebook. Twitter, c'est 2 % et l'autre 9 %, c'est d'autres, probablement Pinterest, Instagram et d'autres médias sociaux un peu moins connus. Le virage mobile, ben, j'en ai déjà parlé beaucoup tout à l'heure. Hein. Les téléphones, avec de la publicité, des bandeaux publicitaires. On met également de la publicité avant les vidéos et ça, c'est très payant. Ça paye beaucoup plus que les bannières traditionnelles. Donc, nos sources de revenus, c'est la publicité et le contenu de marque. Et il y a toujours une séparation entre la rédaction, comme j'ai dit tout à l'heure, et les ventes. Et on a un virage mobile. La moitié de notre trafic est mobile, comme j'ai dit tout à l'heure. Juste au Canada, on a eu 200 000 téléchargements de l'application Off-Post, une application qui est mise à jour plusieurs fois par mois. On a eu encore une qui a été mise à jour il y a quelques jours. Et dans le fond, ce qu'on essaie d'offrir aux gens, c'est que la page d'accueil du Huffington Post, on veut que ce soit la même sur le téléphone. Ce qu'on appelle le splash, qui est la nouvelle principale de la page d'accueil, c'est le style Off-Post, un peu Windows 95. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais c'est souvent un titre, c'est toujours en lettres majuscules. Je sais que ça ne se fait pas beaucoup en français, mais c'est la marque de commerce du Huffington Post, donc un titre en majuscule avec une ribambelle de textes qui sont les textes les plus populaires du jour et les nouvelles de dernière heure mélangées avec les meilleurs blogs et les textes plus viraux, que ce soit des vidéos insolites, des vidéos virales ou autres. On est dans un paysage en changement, puis je reviens au travail du journaliste d'il y a 25 ans. Le travail que fait le journaliste aujourd'hui est énorme. Un travail de, premièrement, vérifier l'information. Nous, c'est ce qu'on fait. On a attendu des heures hier avant d'annoncer le décès de Jean Lapierre. Un paysage qui est en changement constamment. Il y a un an, on ne parlait pas vraiment de Snapchat. Maintenant, Snapchat, qui vous permet de diffuser des vidéos très, très courtes, c'est rendu plus gros que Facebook chez les 18-35 ans aux États-Unis. Ça vous donne une idée. Probablement qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas sur Snapchat. La vidéo en direct sur Facebook s'appelle Facebook Live Video. Ça a commencé à la mi-décembre. Facebook Instant Article, qui est vraiment la publication instantanée
d'une de vos nouvelles à l'intérieur de l'environnement de Facebook sans aller sur le site du Huffington Post ou sans aller sur le site du Journal de Montréal ou du New York Times. Ça a commencé l'an dernier. Nous, on est là-dessus depuis à peine un mois et demi. Donc, le marché, c'est un marché en changement et le marché est fragmenté. On a juste à regarder les portails Internet, comme j'en parlais tout à l'heure, Sympathico, Canoë, Yahoo Québec, dont la rédaction a été décimée, je crois, 1 an ou 2. Donc, c'est un peu la fin des portails et l'arrivée des sites sociaux comme BuzzFeed. BuzzFeed qui fait des vidéos virales, courtes, faites toutes pour Facebook, fait pour le site également. Tout est mis sur les médias sociaux. Si on regarde Vice, Vice Media, il y a eu un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars là-dedans. Je crois par Disney l'an dernier, il y a eu des centaines de millions de dollars qui ont été mis également dans BuzzFeed, par NBC, je crois. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nouveaux médias qui émergent. Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup de médias qui tirent de la queue, qui ont vraiment de la difficulté. Donc, il y a eu des fusions de journaux au Canada anglais cette année, les journaux Sun qui ont fusionné avec les journaux Postmedia à Ottawa, à Calgary, à Winnipeg, à Vancouver, dans des grandes villes quand même, où maintenant, il y a un même propriétaire pour 2 journaux. Et la concentration de la presse qui prend de l'ampleur un peu partout. Et c'est là où entre en ligne de compte le Huffington Post Québec. C'est une nouvelle voie fait par des Québécois pour des Québécois. Dans le cas du HuffPost Canada, c'est fait par des Canadiens anglais pour des gens qui habitent au Canada anglais. Le HuffPost Alberta, c'est vraiment fait pour des gens qui sont uniquement en Alberta. Et on fait la même chose en Colombie-Britannique et j'ose croire que dans les autres pays qu'on va développer le réseau au cours des prochaines années. L'important, c'est que le contenu vit sur des plateformes sociales qui souvent sont externes même au Huffington Post, comme par exemple Facebook ou Twitter. Et c'est là où maintenant les gens se lèvent le matin, ils regardent leur téléphone. Et nous, ce qu'on fait beaucoup, on envoie des notifications, on envoie des alertes sur les téléphones cellulaires à tous les jours quand il y a des grosses nouvelles. Les gens apprécient beaucoup ça. Ça amène un trafic important sur le site. C'est vraiment en développement. C'est toute la question du push, c'est-à-dire pousser de la nouvelle vers les utilisateurs. Et là, quand on parle de nouvelles, c'est les alertes de dernière heure, quand il y a un budget fédéral, un budget provincial, qu'on a également des nouvelles importantes d'un peu partout au Québec ou ailleurs dans le monde. Et évidemment, on est en mode essai-erreur. On a commencé à faire de la vidéo il y a à peine 1 an et demi. Alors bon, est-ce qu'on fait une vidéo de 3 minutes, 2 minutes et demie, en bas de 60 secondes? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des séries avec des reportages documentaires de 5, 6, 7, 8 minutes? Là, on parle peut-être de faire des documentaires de plus de 5 à 10 minutes. Donc, il y a quand même un appétit pour du contenu long, ce qu'on appelle le long-form journalism, qui est de plus en plus valorisé, autant au Québec qu'ailleurs. Et nous, on expérimente. On reste à l'affût de tout ce qui se passe, que ce soit le contenu de marque, Snapchat, Instagram, le contenu distribué, le contenu visuel, la réalité virtuelle qui nous rattrape. Hein, le New York Times qui fait des vidéos en réalité virtuelle maintenant, des vidéos 360 degrés, ce qu'on appelle des vidéos immersifs. Donc, il y a vraiment énormément de types de nouveaux contenus qui se présentent à nous et qui vont nous forcer à changer la manière dont on raconte l'information, dont on raconte les histoires, les articles, évidemment. Et ça fait partie de l'espèce de révolution journalistique qui est en branle partout dans le monde. Donc, on est en mode expérimentation. Cette année, on va expérimenter beaucoup ces médias-là, Snapchat, Instagram, pour évidemment apprendre de nos erreurs et voir ce qui marche bien dans les autres Huffington Post. On se parle sur une base régulière, évidemment. Là, vous voyez à droite plusieurs applications. Donc, les stratégies, j'en ai parlé un peu tantôt, le push, les infolettres. Il y a peut-être des gens qui vont dire que les newsletters, les infolettres, c'est fini. Croyez-les pas. Les infolettres, ça marche bien. Le taux d'ouverture de ces courriels-là, quand il y a des nouvelles importantes, nous, on envoie 3 newsletters par jour, une pour l'Huffington Post Québec, une pour l'Huffington Post Art de Vivre et une pour l'Huffington Post Québec Style. Et quand il y a des nouvelles de dernière heure, on envoie une alerte sur les téléphones et par courriel. Et vraiment, l'infolettre, ça fonctionne toujours bien. Et même à l'intérieur d'une organisation, c'est efficace. C'est sûr que le taux d'ouverture, c'est pas mirobolant, mais c'est quand même des dizaines de milliers de personnes qui ont l'information avant les autres.
Et évidemment, Facebook, Twitter, on poste sans arrêt. Nous, on programme sans arrêt Facebook 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Et sur Twitter, on programme également la nuit lorsqu'on ne diffuse pas quand on est fermé. Donc, ça nous permet d'atteindre le public sur tous les appareils, peu importe où ils sont et peu importe à l'heure où ils se réveillent, où ils vont se lever. Donc, même la nuit, on offre du contenu. On est toujours on, comme on dit. Être social d'abord, c'est notre mantra. C'est notre ADN, c'est le nombre de ce qu'on appelle des références, c'est vraiment le trafic qui vient chez nous. Ça vient beaucoup des médias sociaux, ça comprend la gestion d'un large auditoire. Nous, on essaie vraiment d'être en contact avec notre auditoire en permanence. Être social d'abord, c'est quoi? C'est d'avoir une application qui est mise à jour quasiment une fois par mois. On prend les commentaires des utilisateurs constamment. On veut s'assurer que l'expérience mobile, c'est une bonne expérience pour l'utilisateur. On prend en note les commentaires des gens sur l'application web mobile. Les sites sont responsive, c'est-à-dire que quand tu arrives sur le site, tu n'as pas besoin d'agrandir l'image pour être capable de lire le texte. Les gens sont capables de consulter les vidéos, les galeries photos, les infographies sur leur téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur, peu importe où ils sont. Ça, c'est très, très important. Et la vidéo, ça fait partie de notre stratégie. 1 million de vidéos vues par mois sur nos sites mobiles, incluant les applications, c'est énorme. Et au Québec, ça fait partie de ce qu'on veut faire, la vidéo. On a 2 vidéojournalistes à Montréal, un à Québec, un à Ottawa, puis ça fait partie de notre croissance. On est un des rares médias au Québec qui gère encore une croissance. On continue à embaucher des gens. Et c'est très important. C'est en embauchant des gens qu'on crée une richesse collective et c'est en embauchant des gens aussi que tu crées un meilleur contenu et qu'on est capable aussi de vendre nos contenus avec nos représentants publicitaires. Des questions? Je ne sais pas si je réponds à toutes les questions. Ce que je voulais quand même faire comprendre, c'est qu'on est un jeune média. On est là depuis 4 ans et demi. On est là pour rester. Ce que les gens aiment beaucoup lire au Huffington Post Québec, j'en ai peut-être pas parlé dans tous les détails, mais les gens aiment beaucoup la politique, les nouvelles sociales. Les gens mangent de la politique. Les gens s'intéressent beaucoup, évidemment, à tout ce qui est vidéo. Les gens s'intéressent à tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas vrai que les nouvelles internationales n'intéressent pas les gens. Chez nous, les nouvelles internationales, ça clique. Évidemment, on n'en publiera pas 42 par jour parce qu'on essaie de publier à peu près 50-60 nouvelles par jour. On fait un tri. Comme on a un tiers de contenu nouvelle, un tiers de contenu de blog, d'opinion et un tiers de contenu léger, un tiers. C'est notre recette gagnante et c'est ça. Donc, je voulais quand même vous parler un peu d'où on est rendu en 2016 et rappeler également que donc le Huffington Post appartient à AOL depuis 2011 et que AOL a été acheté en 2015 par Verizon, qui est une compagnie américaine de téléphonie cellulaire. Et donc, on fait vraiment partie d'un très, très grand conglomérat international qui va nous permettre de pousser encore plus nos contenus vers les téléphones mobiles. Merci beaucoup. Il y a des questions? Sûrement. Ah, il y en a une ici. Attendez, je vais vous apporter le micro pour poser votre question. Les personnes en ligne aussi, je pense, vous pouvez envoyer votre question à Denis qui les relayera parmi nous. Mais si on a déjà quelqu'un qui veut briser la glace avec une question ici. Quelle est la relation entre l'évolution de la politique éditoriale et l'analyse des données sur ce qui est lu et pas lu? C'est une très bonne question. Alors, nous, on a des outils, que ce soit ComScore ou Omniture ou encore des logiciels qui nous permettent d'avoir des statistiques en temps réel sur le contenu qui est lu sur le site au moment où on se parle. On reçoit des rapports par courriel à chaque heure sur les statistiques, sur chacun des textes qui a été lu, qu'est-ce qui n'est pas lu, tout ça. Donc, ça nous permet de voir, par exemple, qu'au Québec, on s'intéresse beaucoup à la vie culturelle. Alors, que ce soit les potins, que ce soit les galas, que ce soit les séries télévisées, la richesse de la culture au Québec, de la société distincte, pour nous, c'est une manière de se distinguer au Huffington Post. On a plusieurs journalistes à l'interne et à l'externe, des pigistes et des gens permanents qui couvrent l'actualité culturelle au Québec. Donc, on sait qu'on voit les statistiques à chaque jour, donc on s'ajuste en fonction, on voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, mais en même temps, on a un rôle de service public, couvrir l'actualité au Québec, couvrir l'actualité internationale, couvrir le Canada, couvrir l'Amérique du Nord, s'assurer que les gens sont informés sur des sujets où souvent ils ne sont pas bien informés ailleurs. Comme nous, par exemple, on refuse de publier
des blogs qui nient l'existence du réchauffement climatique. Ça fait partie de la politique éditoriale du Huffington Post. Alors, ça ne changera pas demain matin. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a des logiciels qui nous permettent de voir les statistiques en temps réel. Et là, on voit, on pourrait faire une vidéo sur tel sujet, ça a l'air de bien marcher. Tel gala qu'il y a eu au Met à New York hier, ça a bien marché, on va faire un texte sur ce truc-là. Et évidemment, en temps réel, on voit qu'est-ce qui marche. On a les statistiques qui nous permettent de penser, il y a beaucoup de gens qui font des recherches, par exemple, sur tel sujet. On pourrait préparer un dossier sur ce sujet-là. Donc, c'est important. Ça nous permet de nous guider, mais en même temps, nous, on est un service pour le public, un service public. On veut que les gens soient bien informés et on fait notre travail de journaliste, de faire un tri de l'actualité en essayant de ne pas trop en imposer en même temps. On fait un travail journalistique rigoureux. On vérifie les informations avant de publier et en plus, on a les fils de presse des agences et le réseau mondial du Huffington Post pour informer les gens. Mais c'est un rôle qui est en constante évolution, mais on a des questions de principe, la crédibilité, on vérifie tout et il faut informer les gens sur les sujets qui, selon nous, sont importants. Donc, l'environnement, par exemple, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Le Huffington Post est un média qui est un petit peu plus à gauche que la majorité des médias qui sont, pour la plupart, plutôt à droite. Donc, ça fait partie un peu de la culture Huffington Post, justement. Comme par exemple, nous, ce qui nous a mis au monde, c'est vraiment la crise étudiante de 2012. On a été lancé, je pense, le 8 ou le 12 février 2012. Le 23 février 2012, il y a eu la crise étudiante, la grève étudiante qui a duré quasiment 4-5 mois. Et on est passé de 0 à 600 000 visiteurs uniques en à peu près 2-3 mois. Donc, de la manière dont on a couvert la grève étudiante, en ne blâmant pas les étudiants pour la grève, en prenant du recul, en publiant les blogs de les gens qui étaient à l'intérieur de la grève, les gens qui étaient à l'extérieur de la grève, les gens qui étaient pour, les gens qui étaient contre, les gens qui étaient plus au plan analytique, ça nous a amené un bassin de lecteurs qui apprécient le fait qu'on n'est pas là pour porter des jugements. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Oui, plusieurs questions en provenance du web. Avec la surabondance des informations, des contenus qui sont disponibles sur le web ou ailleurs, comment faites-vous pour vous démarquer, obtenir autant de prix et être considéré aussi sérieux? Bien, c'est un travail à long terme. On est un jeune média, on a des journalistes un peu partout dans le monde. Nous, notre travail, c'est de faire un travail journalistique, d'offrir un contenu crédible, de vérifier les informations avant de publier, et on fait le tri. Alors oui, il y a trop d'informations qui circulent. Alors nous, on est là, on va choisir les 5-6 grosses nouvelles internationales du jour, les nouvelles les plus importantes au Parlement à Québec, au Parlement fédéral, les nouvelles les plus importantes à Toronto, que ce soit les funérailles de Rob Ford ou le suivi sur le décès de Jean Lapierre, peu importe le sujet. Nous, on pense à l'intérêt public. Les gens sont inquiets de voyager avec ce qui s'est passé à Bruxelles, les attentats de mars 2016, de quelques semaines en fait. On se rend compte que c'est important pour nous d'être là, de rapporter ces faits-là et de faire le tri. Et le tri, comment il se fait? C'est que nous, on a un tiers de blogs d'opinion, un tiers de nouvelles et un tiers de contenu léger pour informer les gens, les divertir, mais aussi les inspirer. Et c'est pour ça qu'on ne publie pas 100, 150, 250 nouvelles par jour. Il y en a trop. Nous, on fait le tri pour les gens. On fait le tri également sur Twitter et sur Facebook. Et après ça, les gens peuvent commenter et s'approprier ces nouvelles-là et les propager via les médias sociaux. Mais notre rôle, c'est un rôle d'éducation du public. On a une section bonnes nouvelles. Comme je disais, les gens apprécient qu'on ait une section bonnes nouvelles. En France, ils appellent ça « ça marche ». Aux États-Unis, au Canada anglais, c'est la section « What's working ». Donc, on publie des nouvelles positives, ce que la plupart des médias ne publient pas au Québec. On a vraiment une section bonnes nouvelles qu'on alimente régulièrement. On va en faire encore plus. On offre du contenu vidéo que beaucoup d'autres médias n'offrent pas. C'est souvent des contenus courts, mais des contenus longs également. Puis il y a des gens qui veulent du court, il y a des gens qui veulent des contenus plus longs. On est là pour aussi faire des reportages plus longs de type documentaire. Et le contenu sérieux intéresse quand même les gens, malgré tout. Il n'y a pas juste les vidéos de chats sur la Terre. Avez-vous une approche ou une stratégie pour développer du contenu régional hors Montréal, Québec et Ottawa? C'est une très bonne question. Premièrement, il y a les blogueurs. Alors, j'invite les gens qui sont ici ce soir, et je vous invite personnellement à venir bloguer pour nous. Les gens qui sont à la maison, en région, qui nous écoutent sur le canal Savoir, vous pouvez bloguer pour le Huffington Post pour parler de votre région, parler de ce que vous faites, vous exprimer sur des sujets. On n'a pas de section régionale en ce moment, mais s'il y a des gens qui nous approchent pour développer plus de contenu régional, faire des associations avec des médias régionaux, nous, on essaie de publier le plus de contenu de l'extérieur de Montréal. Moi-même, étant natif de Québec,
Je sais qu'il n'y a pas juste Montréal qui existe sur la planète Terre, que ce qui se passe à Québec, c'est très important, que la ville de Québec, ce n'est pas une région, c'est la capitale. Et c'est la même chose pour les 14 autres régions administratives du Québec. Vous avez des nouvelles, vous pouvez nous les envoyer à nouvelles avec un S à commercial huffingtonpost.com. Et évidemment, tous les journalistes sont crédités. Les journalistes sont payés également pour leurs textes, leurs photos et leurs vidéos. Les blogs, c'est non rémunéré, parce que c'est comme le courrier des lecteurs. Mais on est très ouvert à faire des partenariats pour mieux couvrir les régions. Je pense que c'est important de mieux couvrir les régions du Québec à un moment où ils ont l'impression que tout est trop centralisé à Montréal et à Québec. C'est encore Il y a moi. pas de questions à la salle. La stratégie est complexe et nécessite de gros moyens. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les petits médias sur le Web? Oui, il y a de la place. On a juste à regarder ce que fait Ricochet, par exemple, à Montréal, au Canada anglais, des sites plus financés par le crowdfunding, donc le sociofinancement. Moi, je crois beaucoup au sociofinancement. Je regarde les sites hyper locaux comme ruemaçon.com. Moi, j'habite à Rosemont. Je trouve que ruemaçon.com fait une super bonne job à bien couvrir ce qui se passe vraiment à Rosemont, couvrir le conseil municipal en direct. Ça, c'est très important que les conseils municipaux continuent à être couverts en direct par les médias régionaux. Il y a beaucoup d'hebdos qui ont abandonné ça depuis des années. Et moi, je déplore ça en tant que membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et également ancien membre du CA de la FPJQ, qui représente près de 2000 journalistes au Québec. Dans un tout autre ordre d'idée, comment composer avec l'absence de liberté de presse en Chine? Oui, la Chine, ça fait partie de la négociation qu'on va avoir avec eux. Je sais qu'ils veulent bloquer. J'ai vu une dépêche ce matin disant que la Chine envisage de bloquer presque tous les sites Web étrangers. Alors, ça fait partie des négociations qu'on va avoir avec les Chinois, qui vont sûrement des négociations très serrées par rapport au contenu à être diffusé. Donc, oui, c'est un gros dossier à surveiller. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions en salle, est-ce qu'on termine par une ou deux questions en ligne, Denis? Oui, j'en ai encore. Et juste pour terminer, les petits médias, revenir à la question des petits médias, je n'avais pas terminé mon idée. Il y a de la place pour les petits médias. Nous, ce qui nous aide, c'est qu'on avait AOL derrière, qui est une multinationale qui brasse des milliards. Maintenant, c'est Verizon, qui est propriétaire de AOL, qui est encore plus gros. Et AOL demeure une entreprise, une entité indépendante à l'intérieur de Verizon, ce qui est très important. Les petits médias, avec le sociofinancement, ça peut aller très loin. Il y a, je pense, beaucoup d'avenir aujourd'hui pour les médias de niche, les médias spécialisés et les médias hyper locaux. Alors, avec une bonne idée du sociofinancement et quand même de l'argent, ça prend de l'argent, on est capable de faire des choses. C'est sûr quand on travaille avec une multinationale comme AOL, c'est beaucoup plus facile de penser à long terme. Et moi, c'est pour ça qu'en 2011, j'ai quitté Canoë pour aller au Huffington, parce que le Huffington Post est une marque reconnue dans le monde, de plus en plus au Québec, très, très connue dans les pays anglophones, parce que c'est un nom anglophone, et Arianna Huffington est très connue et très inspirante. Mais il y a de la place pour plus de concurrence, plus de médias québécois et plus de médias locaux également, en trouvant un financement. Il n'y a pas beaucoup de philanthropie au Québec, malheureusement, du côté francophone, mais c'est quelque chose qui pourrait se développer au fil des années. Croyez-vous encore au journal papier? Le journal papier en a pour maximum 10 ans. Le journal La Presse est terminé depuis le 1er janvier, sauf l'édition du samedi. Le Devoir, ils en ont encore pour quelques années en papier. Je pense qu'ils vont basculer au numérique d'ici 5 à 10 ans. On se rend compte très clairement que les journaux Sun au Canada anglais, Post Media, ça va probablement disparaître en papier d'ici 5 ans. Au Québec, le journal Le Soleil, je pense et l'ancien groupe GESCA, qui est parti à Martin Cochon, je leur donne encore quelques années papier, ils vont virer au numérique. La presse est déjà au numérique, le Toronto Star vire numérique. Les grands médias au Canada ferment leurs imprimeries et ils sous-traitent l'impression du journal. Donc, il y a encore de la place pour le papier, peut-être plus les magazines spécialisés. On voit que Le Voir a été relancé sur une base mensuelle. Peut-être ça aura plus de succès que l'édition hebdomadaire qui existe depuis déjà quelques années. Mais il y a encore de la place pour le papier, mais je dirais maximum 10 ans. Moi, je suis très nostalgique. J'ai encore l'abonnement papier à la maison. Mais chez les jeunes, ce réflexe-là n'existe pas. Et eux, ils sont à 99% sur le mobile aujourd'hui. C'est la raison de la stratégie aussi du Huffington Post. Dans la même veine, comment percevez-vous les virages web des grands médias? Bien, c'est important ce que fait le Journal de Montréal depuis 2 ans de
profité de l'impact de Facebook, d'avoir embauché des dizaines de journalistes au Journal de Montréal, au Journal de Québec, pour développer une stratégie numérique, parce que tout passe par le numérique maintenant. Le Journal La Presse, qui est complètement numérique, il y a quand même encore 265 journalistes aujourd'hui. Radio-Canada, ils ont reçu plus d'argent dans le budget fédéral, donc ils font beaucoup de journalisme de données, un truc qu'on veut faire aussi. Ils font plus de reportages avec des infographies animées, avec du visuel, le contenu visuel très important. C'est important de mieux mettre en valeur l'information, de mieux expliquer l'information, de mieux l'analyser. Et je pense que tous les médias au Québec n'ont pas le choix, que ce soit TC Média, le journal Métro, même le journal Le Soleil, le réseau, l'ancien réseau GESCA, tout le monde s'est un peu réveillé dans les dernières années. On n'a pas le choix, ça passe par la vidéo, le mobile et tout ce qui est social, les médias sociaux. Et si les gens ne prennent pas ce virage-là, ils vont être fermés dans quelques années, ça c'est très clair. Une question qui est à double volet. Sur quoi repose l'avenir du Huffington Post et quel est le plus grand défi du Huffington Post en 2016? Le plus grand défi, c'est de bien s'adapter à tous ces changements-là, dont le contenu distribué, ce qu'on appelle Facebook Instant Article, j'en ai parlé, Apple News, Twitter Moments et tout. L'avenir est radieux parce qu'on est une grande compagnie, qu'on gère une croissance à l'intérieur de grands groupes de presse. Notre défi, c'est vraiment de s'adapter aux technologies. Voir ce qui marche le mieux, que ce soit avec Facebook, je l'ai dit tantôt, Snapchat, qui va être très important dans la stratégie cette année, la vidéo en direct sur Facebook, Facebook Vidéo Live. Donc, d'expérimenter et de ne pas avoir peur de faire des erreurs à l'occasion. Il n'y a pas de honte à faire des erreurs dans la vie. Comme on dit, on peut faire des erreurs, on réussit, et c'est comme ça qu'on réussit à être meilleur. Mais pour nous, le Huffington Post, on gère une croissance, on est chanceux, mais on embauche des gens, et c'est en embauchant des gens qu'on réussit à créer de la richesse aussi. Alors, le temps passe. Est-ce qu'on a une dernière question pour conclure? Oui. Est-ce qu'il y a des chapitres du Huffington Post qui sont plus d'avant-garde que d'autres? Il y a plus d'argent au Huffington Post aux États-Unis, plus de personnel, donc ils sont en mesure de faire plus de vidéos, d'expérimenter Snapchat plus rapidement, parce que la vague américaine, avant d'arriver au Canada, souvent, il y a un délai de 6 mois, 1 an et demi. Donc, ils ont HuffPost aux États-Unis, très avant-gardiste du côté tout ce qui est l'expérimentation des médias sociaux, que ce soit avec Periscope, le Facebook Live vidéo, avec le contenu de marque également. Je pense que les États-Unis donnent un peu, HuffPost États-Unis donne un peu le lead à tout le monde et nous, en quelques mois, on répercute un impact différent, mais on essaie de tester ces technologies-là chez nous, évidemment. Puis, il faut s'adapter, sinon on va mourir. C'est aussi simple que ça. Alors, merci beaucoup. Merci. Deux petites choses avant de vous laisser partir. Je vous rappelle, on vous a donné un questionnaire d'évaluation. Prenez le temps de le remplir. Si vous voulez y inscrire votre adresse de courriel, vous serez comme ça tenu au courant des activités de la Toile des communicateurs. L'adresse de courriel n'est donnée à personne d'autre. Elle reste à la Toile, rassurez-vous, ne serez pas spammé du tout. Vous pourrez déposer votre questionnaire sur la table qui était à la sortie. En ligne aussi, Denis va vous envoyer toutes les informations pour répondre au questionnaire. Mettez plein de commentaires, on aime beaucoup ça. Suivez-nous sur les médias sociaux ou notre site web toile.coop, les médias sociaux Twitter, Facebook, LinkedIn pour les principaux. Et je vous donne rendez-vous, ce sera le 27 avril où nous recevrons Sophie Boulet qui nous parlera de la fausse représentation en communication. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée.